Les mots flottaient dans l'air calme et stérile de leur salon minimaliste, chacun étant une pierre parfaitement polie lâchée dans un étang immobile. Nous devons 200 000 $ d'impôts, a déclaré Liam, sa voix égale, presque conversationnelle. Il regardait sa femme Chloé, non pas pour y chercher une réaction de soutien ou d'inquiétude, mais avec la curiosité impartiale d'un scientifique observant une réaction chimique prévisible. Il avait conçu cette expérience avec un soin méticuleux, et c'était l'heure de vérité. La posture de Chloé, qui était d'un ennui languissant et élégant alors qu'elle faisait défiler l'écran de son téléphone, se figea. Sa tête se releva brusquement, la douce lumière tamisée de l'écran illuminant un visage qui était une sculpture parfaite d'incrédulité et de fureur. Sa bouche s'ouvrit, se ferma, puis s'ouvrit à nouveau. La première question qui aurait dû se former, une question de partenariat, de fardeau partagé, de simple empathie humaine comme « Est-ce que ça va ?» ou « Comment est-ce arrivé ?» n'a jamais eu la moindre chance. Elle a été étouffée dans l'œuf par toute une vie passée à privilégier l'apparence sur la substance. Au lieu de cela, ce qui en est ressorti fut une déclaration, tranchante et froide comme un éclat de verre. « Je veux un divorce. » Elle l'a dit avant de demander s'il allait bien. Elle l'a dit avant de demander s'il avait des ennuis. Elle l'a dit avant de demander ce qu'il pouvait faire. Dans cette seule phrase réflexe, 5 années de mariage n'ont pas seulement pris fin. Elles ont été révélées pour ce qu'elles avaient toujours été, une transaction qui venait de faire défaut. Liam sentit une profonde et douloureuse immobilité s'installer en lui. Ce n'était pas le choc d'un cœur brisé, mais la satisfaction tranquille d'une hypothèse prouvée correcte. Il pensait qu'ils avaient construit une vie. Ce n'était pas le cas. Il avait loué un espace dans l'ambition de cette femme, et le bail était maintenant annulé. Elle était confiante, absolument certaine de sa décision. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la dette qu'elle craignait était une fiction, et que l'homme dont elle se débarrassait était sur le point de devenir l'architecte de son monde entier. Salut tout le monde, merci de vous joindre à moi pour une autre histoire. Je vous vois tous arriver dans les commentaires. Bonjour à nos amis du Texas, de Londres et des Philippines. C'est incroyable de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Si vous appréciez le contenu et que vous voulez vous assurer de ne pas manquer ce qui va se passer ensuite, prenez un moment pour cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment à grandir. Maintenant, revenons à Liam et Chloé, car les fondations de cette maison en particulier sont sur le point d'être testées, et le rapport d'inspection ne va pas être beau à voir. 3 mois avant cette déclaration fatidique, les humiliations étaient devenues une sorte de rayonnement de fond dans la vie de Liam, un bourdonnement constant de bas niveau de sentiments d'inadéquation qu'il avait appris à ignorer. Le cadre de la dégradation la plus récente était, comme d'habitude, la maison familiale des Thorne, un vaste monument à l'argent nouveau que le père de Chloé, Marcus Thorne, avait construit pour lui-même. Tout n'était que marbre étincelant, plafond caverneux et meubles qui semblaient profondément inconfortables, choisis pour leur prix plutôt que pour leur utilité. Le dîner était un rituel hebdomadaire de souffrance silencieuse pour Liam, et une scène pour Marcus afin de jouer son rôle préféré. Le titan de l'industrie qui s'est fait tout seul. Le problème avec votre génération, Liam, commença Marcus en faisant tourner un Bordeaux dans son verre qui coûtait plus cher que le salaire hebdomadaire simulé de Liam, est un manque fondamental de faim. Il ne regardait pas Liam quand il parlait, s'adressant plutôt au lustre en cristal comme s'il s'agissait d'un conseil d'administration. Vous êtes tous satisfaits. Vous voulez un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Vous voulez être dessinateur. À mon époque, nous voulions être des rois. Nous nous sommes frayés un chemin brique par brique sanglante. Liam prit une gorgée d'eau lente et délibérée. Il pouvait sentir les yeux de la mère de Chloé, Eleanor, posés sur lui, un regard qui parvenait à être à la fois compatissant et accusateur. Chloé, assise à côté de lui, bougea sur sa chaise, le bruissement subtil de sa robe en soie, un soupir d'exaspération pure. Elle aurait souhaité qu'il dise simplement quelque chose, n'importe quoi, pour se défendre, pour montrer une étincelle de l'ambition que son père vénérait, mais Liam restait silencieux, son visage étant un masque placide. Ce n'est pas une question de satisfaction, Marcus, dit finalement Liam, sa voix calme et mesurée. Il s'agit de construire quelque chose qui dure, quelque chose avec intégrité. Marcus laissa échapper un rire court et aboyeur. De l'intégrité ? La banque n'accepte pas l'intégrité comme dépôt. Le monde est construit par ceux qui concluent, mon garçon, les gens qui signent les accords, les gens qui prennent les risques. Il se pencha en avant, ses yeux, petits et durs, comme des roulements à billes,
se verrouillant finalement sur ceux de Liam. Regardez-vous. 5 ans de mariage avec ma fille, et qu'avez-vous à montrer pour cela? Un emploi de niveau intermédiaire dans un cabinet d'entreprise sans âme, un salaire respectable, j'en suis sûr, assez pour être à l'aise, mais vous êtes un passager dans votre propre vie. L'insulte était conçue pour piquer, et Liam savait qu'elle était autant pour le bénéfice de Chloé que pour le sien. C'était un test de sa loyauté, un test qu'elle échouait chaque dimanche. Elle ne l'a pas défendu. Elle n'a pas serré sa main sous la table. Elle a juste fixé son assiette, son silence, une forme d'assentiment. Elle était embarrassée. Non pas de la cruauté de son père, mais de l'échec perçu de son mari. Je vous dis quoi, continua Marcus, magnanime maintenant qu'il avait établi sa domination. J'ai un poste de chef de chantier qui s'ouvre sur le nouveau projet de condo. C'est un pas en avant, plus de responsabilités, plus d'argent. C'est à vous si vous le voulez. Il est temps de vous salir les mains, de faire partie de quelque chose de réel. L'offre était une humiliation calculée déguisée en charité, un chef de chantier, lui, Liam Sterling, dont les conceptions et l'université non accréditée étaient déjà étudiées comme des cours de maître en harmonie spatiale. Se voyait offrir un emploi pour superviser des coulées de béton et planifier des installateurs de cloisons sèches. C'était comme offrir à un pianiste de concert un emploi d'accordeur de piano dans une salle de musique de lycée. Dans sa poche, les doigts de Liam trouvèrent le corps lisse et frais de son stylo plume. C'était un instrument simple et élégant, un Lamy 2000, connu pour son design intemporel et sa fonction sans faille. Pour Chloé et sa famille, ce n'était qu'un stylo, une étrange affectation pour un simple dessinateur. Pour Liam, c'était un totem. Il l'avait acheté avec le premier chèque de la vente de son logiciel de conception exclusif, une somme à 7 chiffres qui formait désormais le capital d'amorçage de sa propre entreprise. Une entreprise si prospère et si discrète que Marcus Thorne n'avait aucune idée qu'il était déjà l'un de ses clients involontaires par le biais d'une série de sociétés écrans. Il sourit, une courbure douce, presque imperceptible de ses lèvres. C'est très généreux de votre part, Marcus. Je vais certainement y réfléchir. Le soupir de Chloé était audible cette fois. Il n'avait pas refusé. Il n'avait pas accepté. Il avait fait ce qu'il faisait toujours. Il avait été placide, raisonnable et tout à fait exaspérant de passivité. Alors qu'ils rentraient chez eux plus tard dans leur berline modeste et sensée, une voiture que Liam avait choisie spécifiquement pour son manque d'ostentation. Le silence dans la voiture était lourd de sa déception à elle. « Pourquoi le laisses-tu te parler comme ça ?» finit-elle par éclater, la voix serrée par une frustration qui avait couvé toute la soirée. « C'est ton père, Chloé. Il essaie juste d'aider à sa manière. » Aider ? Elle s'est moquée. Il t'humiliait, et tu es resté assis là à encaisser. Je vais y réfléchir. Tu parlais comme un enfant à qui l'on offrait une allocation plus importante. Pourquoi ne pouvais-tu pas simplement lui dire que tu as ta propre voix, que tu es heureux? Mais c'était ça le problème, n'est-ce pas? Il n'avait pas le droit d'être heureux de sa situation actuelle. Son contentement était un affront personnel aux ambitions de sa femme. Parce que lui dire que je suis heureux aurait été un mensonge, pensa Liam, les mots faisant un écho silencieux dans son esprit. Il n'était pas heureux. Il attendait. Il t'a offert une véritable opportunité, insista-t-elle, la voix montante. Une chance de faire partie de son monde, de construire quelque chose, et tu as juste souri. Ce n'est pas mon monde, Chloé. Mais ça pourrait l'être, tu ne veux pas plus? Pour nous? Pour moi, sous-entendait son ton. Tu ne veux pas plus pour que je puisse me vanter? Liam détourna son regard de la route pour la regarder. Dans la lueur fugace des lampadaires, il vit la belle femme dont il était tombé amoureux. Celle qui avait ri de ses blagues et prétendu admirer son intensité tranquille. Il avait cru, peut-être naïvement, qu'elle voyait la force sous l'immobilité. Mais il voyait maintenant qu'elle n'avait jamais vu qu'un bloc de marbre non sculpté, et elle s'impatientait de son incapacité à le tailler dans une forme qui lui plaisait. Il avait délibérément construit une vie de modestie perçue pour tester les fondations de leur amour. Il voulait être aimé pour l'homme qu'il était, pas pour l'homme qu'il pourrait devenir, ou pour le solde de son compte en banque. Il commençait à soupçonner que les fondations n'étaient que du sable. Les dîners hebdomadaires au manoir Thorne n'étaient plus seulement des obligations familiales. C'étaient des tests de résistance, et les fissures commençaient à apparaître partout. Le trajet du retour se poursuivit dans un silence lourd et rancunier.
Lorsqu'ils arrivèrent à leur maison décorée avec goût, mais résolument de classe moyenne, un autre choix que Liam avait fait pour maintenir sa couverture, l'attention les suivit à travers la porte. Chloé se retira immédiatement dans la chambre, le clic sec de la porte qui se ferme, un point de ponctuation sur son mécontentement. Liam resta seul dans le salon, le léger bourdonnement du réfrigérateur, le seul son. Il se dirigea vers sa table à dessin, un magnifique meuble ancien en bois qu'il avait restauré lui-même. C'était la seule indulgence qu'il s'était permise dans leur espace partagé. Sur celle-ci, sous une feuille de vélin protectrice, se trouvaient les croquis préliminaires de son dernier projet. Pas les schémas d'entreprise banals qu'il ramenait à la maison comme leur, mais le vrai travail. C'était un projet pour une nouvelle bibliothèque municipale, une structure époustouflante de verre et de bois de récupération qui semblait flotter au-dessus d'un lac artificiel. C'était ambitieux, innovant et profondément inspiré. C'était tout ce qu'il était, caché à la vue de tous. Il passa la main sur le vélin, le papier frais et lisse sous son toucher. Il avait fondé sa propre entreprise, Keystone Architectural, 3 ans plus tôt, sous un autre nom, canalisant son talent prodigieux dans une entreprise qui redessinait discrètement l'horizon de 3 villes différentes. Il avait une petite équipe d'élite, une liste de clients internationaux de premier plan, et une valeur nette qui ferait grimper en flèche la tension artérielle de Marcus Thorne. Il avait tout gardé secret pour Chloé. Cela avait commencé comme une idée romantique, un test, pour voir si elle pouvait aimer l'homme, pas le portfolio, pour construire une vie sur une fondation d'affection véritable avant de révéler le cadre doré qui pourrait la soutenir. Il avait imaginé un jour où il l'assoirait, étalerait les vrais plans de sa vie devant elle, et ils riraient ensemble de la grande et élaborée ruse. Il lui dirait que la berline censée pourrait être remplacée par n'importe quelle voiture qu'elle désirerait, que leur modeste maison pourrait être la clé de n'importe quelle maison dont elle pourrait rêver. Il imaginait sa surprise se transformer en joie, son amour s'approfondir en réalisant qu'il avait fait tout cela pour eux. Mais le rêve avait tourné au vinaigre, son impatience avait caillé en dédain, ses encouragements étaient devenus des critiques, le test ne consistait plus à confirmer son amour, il s'agissait maintenant de mesurer son absence. Chaque commentaire dédaigneux de son père, chaque soupir de sa part, était une autre donnée. Il était architecte, après tout, il traitait de structure, de charge de contrainte, d'intégrité fondamentale, et les données montraient, avec une clarté terrifiante, que la structure de son mariage était malsaine. Il était construit sur une prémisse erronée, son hypothèse de sa médiocrité à lui, et sa conviction à elle qu'elle pouvait la réparer. Il ramassa le Lamy 2000 sur la table, le stylo semblait solide, équilibré dans sa main. Il avait signé des contrats d'une valeur de dizaines de millions de dollars, il avait esquissé des designs qui avaient remporté des prix prestigieux dont sa femme n'avait jamais entendu parler. C'était un symbole de son monde secret, un monde où il n'était pas un passager, mais le capitaine, le navigateur et l'ingénieur en chef. Les mots de Chloé résonnaient dans son esprit, « Tu ne veux pas plus ?» Oh, il voulait plus, mais il commençait à comprendre que le plus qu'il voulait n'avait rien à voir avec l'argent ou le statut. Il voulait un partenaire qui se tiendrait à ses côtés, pas derrière lui, tapant du pied d'impatience. Il voulait un amour qui soit un mur porteur, pas une façade décorative. Il avait conçu le test parfait, un test de résistance émotionnelle pour voir si leur lien pouvait tenir, et avec chaque jour qui passait, avec chaque nouvelle humiliation, il sentait les premières terribles secousses de son effondrement. La conversation de la soirée avec Marcus n'était pas juste un autre dîner désagréable, c'était un point de données clair indiquant qu'une défaillance catastrophique était imminente. Liam savait qu'il devrait bientôt prendre une décision. Un architecte ne peut, en toute conscience, laisser des gens vivre dans un bâtiment qu'il sait sur le point de s'effondrer. La semaine suivante vit la pression monter, les fissures dans leur mariage s'élargissant en faille. L'incident au gala de charité annuel de l'hôpital fut un chef-d'œuvre particulier d'humiliation publique. C'était le genre d'événement pour lequel Chloé vivait, un spectacle scintillant de l'élite de la ville, où le statut se portait aussi visiblement que la haute couture. Liam les détestait. Il les considérait comme des salles de marché pour les égaux, mais il y allait pour elle, jouant le rôle du mari dévoué et légèrement dépassé. Il se tenait près du bar, sirotant un club soda, un îlot de canne dans une mer de flûte à champagne et de rires tonitruants. Il portait un smoking bien taillé mais banal, une autre pièce de son camouflage soigneusement construit. Chloé, cependant, était dans son élément. Elle portait une robe scintillante en soie argentée, dos nu, qui attirait les regards de tous les coins de la pièce. Elle se déplaçait dans la foule avec la grâce prédatrice d'un requin, laissant Liam dans son sillage. Il la regardait de loin,
une pratique qu'il avait perfectionnée au fil des ans. Elle parlait à un petit groupe à l'air puissant qui incluait Alistair Finch, un promoteur rival connu pour ses projets tape à accent grave-l'œil et sa vie personnelle encore plus tape à accent grave-l'œil. Marcus Thorne le détestait, ce qui bien sûr le rendait irrésistible aux yeux de Chloé. Elle riait, la tête rejetée en arrière, sa main posée un instant de trop sur le bras d'Alistair. Liam ne ressentit rien, ni jalousie, ni colère, juste un détachement froid et analytique. Il observait un sujet dans son habitat naturel. Plus tard, il fut coincé par l'une des amies de Chloé, une femme nommée Tiffany dont le visage était un témoignage des miracles de la chimie moderne. Liam chéri, roucoula-t-elle, sa voix fine et cassante. C'est si bon de te voir. Chloé venait de nous dire à quel point tu es stable. Stable. Le mot était une insulte magnifiquement polie. Il signifiait ennuyeux. Il signifiait sûr. Il signifiait qu'il était la toile de fond grise et terne sur laquelle les couleurs vibrantes de Chloé pouvaient ressortir. Je fais de mon mieux, répondit Liam avec son sourire placide habituel. Chloé est un tel pétard, continua Tiffany, inconsciente. Nous avons tous été si surpris quand elle s'est contentée de, eh bien, tu sais, une vie tranquille. Mais elle dit que tu la gardes ancrée, comme une ancre, quelque chose qui empêche un navire magnifique de naviguer vers des ports plus excitants. Liam hocha simplement la tête. Le sourire ne quittant jamais son visage. Il pouvait voir Chloé de l'autre côté de la pièce, maintenant plongée dans une conversation avec Alistair. Elle jeta un coup d'œil vers Liam, son expression, un mélange fugace de culpabilité et de défi, avant de se retourner vers son nouveau compagnon plus intéressant. À ce moment-là, il n'était pas son mari. Il était son alibi. Sa preuve que malgré son flirt, elle était une femme mariée respectable. L'allié inattendu apparut sous la forme d'un monsieur plus âgé que Liam reconnut instantanément, Julian Sterling, un investisseur reclus mais légendaire de Zurich, connu pour sa touche de Midas et son mépris total pour les spectacles publics. Il était la baleine blanche de Marcus Thorne. Le seul investisseur que Marcus essayait de décrocher pour son projet de développement du front de mer depuis plus d'1 an. La rumeur disait que Sterling était en ville, mais personne ne l'avait vraiment vu. Pourtant il était là, debout près d'un ficus en pot, ayant l'air tout aussi ennuyé que Liam se sentait. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la pièce bondée. Le visage de Sterling, une carte routière d'intelligence astucieuse, se fendit d'un sourire subtil, presque imperceptible. Il fit à Liam un signe de tête lent et délibéré. C'était un geste de reconnaissance de secret partagé. Sterling était le principal bailleur de fonds de Keystone Architectural. Il savait exactement qui était Liam et ce qu'il valait. Il savait que le dessinateur stable dans le smoking de prêt-à-porter était l'homme le plus puissant de la pièce, tenant l'avenir de la moitié des personnes présentes, y compris Marcus Thorne et Alistair Finch dans la paume de sa main. Liam rendit le signe de tête, une confirmation silencieuse. Le jeu était lancé. La présence de Sterling ici n'était pas un accident. C'était un mouvement sur l'échiquier orchestré par Liam lui-même, une pièce mise en position pour l'échec et mat à venir. Le reste de la soirée passa dans un flou de faux sourires et de conversations vides. Quand Chloé le rejoignit enfin vers la fin de la nuit, elle était rouge d'excitation. Alistair Finch est incroyable, s'extasia-t-elle, les yeux brillants. Il commence les travaux de la nouvelle tour Helio. Il a dit qu'il pourrait avoir une place pour quelqu'un avec tes compétences, un vrai projet axé sur le design. Je lui ai donné ton numéro. Elle l'avait offert comme un cadeau de fête. Elle n'avait pas demandé. Elle avait juste vu une opportunité d'élever son propre statut en associant son mari, même de manière tangentielle, à un homme comme Finch. C'était attentionné de ta part, dit Liam, sa voix ne trahissant aucune émotion. Eh bien, tu ne sembles jamais établir ces connexions par toi-même, dit-elle, le compliment tournant rapidement à la critique familière. Tu dois te mettre en avant, Liam. Personne ne va te donner le succès sur un plateau. L'ironie était si épaisse qu'il aurait pu s'étouffer avec. Lui, qui venait de partager une reconnaissance silencieuse avec un homme qui pouvait acheter et vendre Alistair Finch avant le petit déjeuner, recevait une leçon sur Netflix. Il laissa le commentaire en suspens dans l'air, une autre pièce à conviction pour le dossier. Le trajet du retour fut une répétition du débriefing d'après-dîner. Seulement cette fois, sa frustration était teintée de l'excitation enivrante de son triomphe social. Elle parlait sans cesse d'Alistair, des gens qu'elle avait rencontrés, du monde qu'elle voulait si désespérément habiter pleinement. Liam n'était pas un participant à la conversation.
Il était simplement le chauffeur. De retour chez eux, Liam se dirigea vers sa table à dessin. Il sortit le Lamy 2000 et une feuille de papier vierge. Il n'a pas dessiné de bâtiment. Il a commencé à dessiner un organigramme. Il commençait dans une case en haut étiquetée le mariage. De là, 2 flèches bifurquaient. L'une était étiquetée récupérable, l'autre démolition. Sous démolition, il commença à lister avec la précision froide et impartiale d'un architecte planifiant une implosion contrôlée, les étapes qui devraient être suivies. Il dessinait la fin. Le gala n'avait pas été un événement social. Cela avait été une étude de site, et il avait confirmé que le sol était instable. La structure compromise au-delà de toute réparation. La présence de Julian Sterling avait été son propre signal privé que le temps de l'observation était presque terminé. Le temps de l'action approchait. Le dessinateur calme et stable était sur le point de révéler les plans d'un tout nouveau monde. La dernière donnée définitive arriva lors de leur 5e anniversaire de mariage. Ce n'était pas un acte d'humiliation spontanée de la part de Chloé ou de sa famille. C'était un test délibéré conçu et exécuté par Liam lui-même. Il avait besoin d'une dernière preuve irréfutable avant de lancer la séquence qu'il avait tracée sur son organigramme. Il avait besoin de savoir, au-delà de l'ombre d'un doute, s'il restait quelque chose à sauver. Il acheta un cadeau pour Chloé. C'était un collier, un saphir unique et parfait sur une délicate chaîne en or blanc. Ce n'était pas ostentatoire. Ce n'était pas une marque qu'elle pouvait citer lors d'un cocktail. C'était élégant, intemporel et profondément personnel. Le saphir correspondait à la nuance exacte de ses yeux au moment où il lui avait dit pour la première fois qu'il l'aimait. Un détail qu'il était certain qu'elle avait oublié. La pièce provenait d'un petit bijoutier indépendant dont il admirait le travail, un véritable artiste. C'était aussi cher, de manière prohibitive pour un homme avec un salaire de dessinateur, mais un achat confortable pour le propriétaire de Keystone Architectural. Cela a coûté un peu plus de $10 000. Il savait que leur conjoint, celui qu'elle surveillait comme un faucon, ne pouvait pas supporter un tel achat. Cela faisait partie du test. Il le lui présenta lors d'un dîner tranquille à la maison, qu'il avait cuisiné lui-même. Il observa son visage alors qu'elle ouvrait la petite boîte en velours. Il vit la lueur initiale de joie véritable. Le collier était indéniablement beau, mais elle fut immédiatement éteinte par une seconde émotion, plus puissante, la suspicion. « Liam, dit-elle, sa voix soigneusement neutre. C'est magnifique, mais d'où ça vient ? La question elle-même était une accusation, pas un merci, pas une expression d'amour, mais un interrogatoire, un audit. C'est ton cadeau d'anniversaire, Chloé, dit-il doucement. Je sais, mais on ne peut pas se le permettre. Elle regarda du collier vers lui, les yeux plissés. Comment as-tu payé pour ça ? L'as-tu mis sur une carte de crédit ? Liam, nous avons parlé de ça. Nous devons économiser, pas faire des folies pour des choses dont nous n'avons pas besoin. La leçon était parfaitement répétée, la même qu'elle lui donnait chaque fois qu'il suggérait un voyage de week-end ou une petite amélioration à leur maison. C'était la doctrine de son père. La richesse est pour l'affichage, et puisqu'il n'en avait aucune, il devait vivre dans un état d'austérité perpétuelle et sans joie. Je voulais t'offrir quelque chose de spécial, dit-il, en gardant une voix égale, pour nos 5 ans. Spécial ne doit pas nécessairement être cher, rétorqua-t-elle, fermant la boîte d'un coup sec et décisif, le son résonna dans la pièce calme. C'est irresponsable, je vais devoir le rapporter. Liam sentit la dernière lueur d'espoir mourir en lui. Il lui avait donné un symbole de son amour, et elle n'y avait vu qu'un mensonge. Elle n'avait aucune capacité sur un bilan. Elle ne l'avait même pas essayé. Elle ne l'avait pas tenu contre sa peau ni regardé dans un miroir. Elle avait évalué sa valeur non pas par sa beauté ou le sentiment qui se cachait derrière, mais par son impact perçu sur leurs finances. Des finances qu'elle croyait précaires. « S'il te plaît, ne le fais pas, dit-il, une dernière supplication silencieuse. Cela signifierait beaucoup pour moi si tu le gardais. » Ses expressions s'adoucirent, mais pas avec compassion. C'était de la pitié. Le regard que l'on jette à un enfant bien intentionné qui ne comprend pas comment le monde fonctionne. C'est pour le mieux, chérie. Nous devons être pratiques. Je vais l'échanger pour quelque chose de plus sensé. Le lendemain, elle fit exactement cela. Elle rendit le collier de saphir, mais elle ne remit pas l'argent sur leur compte d'épargne. Au lieu de cela, elle l'échangea,
ajoutant une somme substantielle de la ligne de crédit toujours présente de son père pour une montre Tapa accent grave-l'œil incrustée de diamants d'un créateur branché et hors de prix. C'était le genre de pièce que la femme d'Alistair Finch pourrait porter. C'était bruyant, marqué et totalement dépourvu de personnalité. C'était un panneau publicitaire pour la richesse, et c'était parfait. Elle le lui montra ce soir-là. Son poignet étendu. Les diamants accrochant la lumière. « Tu vois, dit-elle. Un sourire triomphant sur le visage. N'est-ce pas beaucoup plus impressionnant? C'est une pièce d'investissement. Liam regarda la montre. Puis son visage, rayonnant du frisson de son acquisition. Elle avait pris son geste d'amour intime et l'avait échangé contre une déclaration publique de statut. Elle n'avait pas seulement retourné un cadeau. Elle avait rejeté tout le système de valeurs qu'il représentait. Le test était terminé. Les résultats étaient concluants. La flèche de son organigramme, pointant vers la démolition, n'était plus une possibilité. C'était un impératif. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, la nouvelle montre soigneusement placée sur sa table de nuit, Liam retourna à sa table à dessin. Il rangea le beau design plein d'espoir de la bibliothèque municipale. Il sortit un nouveau dossier. Celui-ci n'était pas rempli de croquis de bâtiments, mais d'états financiers, de documents juridiques et d'un calendrier détaillé. Il sortit son stylo Lamy 2000, son corps noir et élégant frais et solide dans sa main. Il dévissa le capuchon et commença à écrire. Son écriture nette et précise. Il ne dessinait plus de possibilités. Il finalisait le plan. Il était architecte, et la première étape de toute nouvelle construction est la démolition soigneuse et méthodique de la structure condamnée qui se dresse sur son chemin. Le calme avant la tempête était terminé. Les premiers vents commençaient à souffler. Le moment auquel il s'était préparé était enfin là. Il se donnerait une semaine. Une semaine pour que toutes les dernières pièces se mettent en place. Ensuite, il présenterait à sa femme un problème qu'elle ne pourrait pas résoudre, juste pour voir ce qu'elle ferait. Il connaissait déjà la réponse. Le salon ressemblait à un vide. Tout l'air et la chaleur aspirés par les 4 mots que Chloé venait de prononcer. « Je veux un divorce ». Liam était assis sur le canapé en lin gris, une pièce qu'elle avait choisie pour sa neutralité esthétique, et sentit un étrange sentiment de calme descendre. Le dernier point de données avait été collecté. L'expérience était terminée. Il la regardait alors que la réalité de sa propre décision s'abattait sur elle. Son visage, qui avait été un masque de fureur froide, commença à s'effriter. La panique vacilla dans ses yeux. Ce n'était pas la panique de perdre un être cher, mais la terreur d'une catastrophe financière. 200 000 $. Pour elle, c'était une ancre qui les entraînerait tous les deux au fond de l'océan. Et elle coupait la corde, déterminée à se sauver. « Comment as-tu pu laisser cela arriver, Liam » demanda-t-elle. Sa voix tremblante d'une rage née de la peur. Elle commença à faire les 100 pas dans la pièce. Ses mouvements brusques et agités. Un animal en cage. 200 000 $? C'est tout. C'est plus que tout. Nous serons ruinés. Ils prendront la maison. La maison est une location, Chloé. Lui rappela-t-il doucement. Sa voix d'un contraste saisissant avec son hystérie à elle. Ne sois pas difficile, claqua-t-elle. Ils prendront nos économies. Mes économies. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Liam résista à l'envie de demander pourquoi exactement elle avait travaillé. Son emploi à temps partiel en tant que consultante en galerie, financé par son père, couvrait à peine sa garde-robe. Leur compte d'épargne commun était financé presque entièrement par son propre salaire délibérément modeste. « Je ne peux pas faire ça », dit-elle en secouant la tête. Des larmes d'apitoiement sur son sort montant à ses yeux. « Je ne peux pas être entraîné vers le bas par ton incompétence. Mon père m'avait prévenu. Il a dit que tu n'avais pas d'ambition. Pas de tête pour le monde réel. » Elle sortit son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. « J'appelle mon père. Il saura quoi faire. Il me trouvera le meilleur avocat. Et voilà. Non pas laisse-moi appeler mon père pour voir s'il peut nous aider, mais il me trouvera le meilleur avocat. » Dans son esprit, les lignes de bataille étaient déjà tracées. C'était elle contre lui. Le partenariat était une fiction qu'elle avait écartée au premier signe de problème. Liam s'assit simplement et regarda. Il a entendu sa version de la conversation, un récit frénétique et larmoyant de son supposé échec.
Papa, c'est un désastre. Liam, je ne sais pas, il nous a détruits. Une facture d'impôt, il dit que c'est 200 000. Oui, je sais. Non, bien sûr que non. Je lui ai dit. Je lui ai dit que je voulais divorcer. Je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas. Il y eut une pause. Liam pouvait presque entendre la voix de Marcus à l'autre bout. Un mélange de satisfaction de « je te l'avais bien dit » et de colère froide et calculatrice. Il verrait cela non pas comme une crise familiale, mais comme une prise de contrôle hostile de l'avenir de sa fille. Une prise de contrôle qui devait être impitoyablement écrasée. Chloé raccrocha le téléphone, son visage figé d'une nouvelle détermination sinistre. Elle le regardait maintenant, non pas comme un mari, mais comme un obstacle, un actif à liquider. « Mon père arrange tout », dit-elle, sa voix froide et professionnelle. Son avocat te contactera demain pour discuter des conditions de la séparation. Tu devras trouver un autre endroit où vivre. Je resterai ici pour l'instant. Elle avait tout compris. En l'espace de 10 minutes, elle l'avait jugé, condamné et prononcé sa peine, et supervisait maintenant la division de leur butin inexistant. D'accord, dit Liam. Juste ce seul mot. Sa soumission silencieuse semblait la déconcerter plus que n'importe quel argument ne l'aurait fait. Elle s'était attendue à ce qu'il mendie, qu'il supplie, qu'il panique. Son immobilité n'était pas naturelle. C'était le calme au centre d'un ouragan qu'elle ne pouvait pas voir. « D'accord, c'est tout ce que tu as à dire » demanda-t-elle. « Tu as pris ta décision, Chloé » répondit-il, le regard fixe. Il ne semble pas y avoir grand-chose de plus à discuter pour le moment. Il se leva, ses mouvements fluides et sans hâte. Il passa devant elle vers le petit bureau où il gardait sa table à dessin. Il pouvait sentir ses yeux dans son dos, un mélange de mépris et de confusion. « Où vas-tu ? » « J'ai du travail à faire, » dit-il sans se retourner. Il ferma la porte du bureau derrière lui, le léger clic le coupant des débris dans le salon. Il s'assit à sa table, le confort familier du bois usé, une force d'ancrage. Il regarda l'organigramme qu'il avait dessiné. Le chemin était maintenant clair. Chaque case avait été cochée. Chaque condition remplie. Il sortit son téléphone, mais il n'appela pas d'avocat. Il n'appela pas un ami pour du soutien. Il envoya un seul message texte de 3 mots à un numéro enregistré sous le nom de JS lancer l'acquisition. Une réponse revint presque instantanément. Un plaisir. Le conseil d'administration est convoqué pour lundi à 9 h. Votre présence est requise. Liam envoya ensuite un autre SMS. Celui-ci à l'assistante personnelle de Marcus Thorne. Une femme qu'il savait farouchement loyale et efficace. Veuillez informer M. Thorne que Liam Sterling demande une réunion avec lui et sa fille Chloé Thorne dans les bureaux de Thorne Développement lundi à 9 h pour discuter d'une affaire d'urgence financière importante concernant le projet du front de mer. Informez-le que son conseiller juridique doit être présent. Il utilisa son nom complet. Liam Sterling. Pas Liam, le mari de Chloé. Pas Liam, le dessinateur. Liam Sterling. Un nom que Marcus Thorne ne reconnaîtrait pas, mais la mention du projet de front de mer, son obsession, garantirait que la réunion ait lieu. Le piège était tendu. Il se pencha en arrière sur sa chaise, la légère odeur de papier et d'encre remplissant l'air. Il ressentit une profonde tristesse, un chagrin profond et résonnant pour le mariage qu'il avait espéré construire. Il avait voulu un partenaire avec qui partager son monde secret, et à la place, il avait trouvé une intruse qui ne valorisait la propriété que pour son prix sur le marché. Mais sous la tristesse, il y avait autre chose. Un sens du but dur et clair. Il était architecte. Il avait conçu une belle vie, mais elle avait été construite sur un mensonge. Pas son mensonge sur sa richesse, mais son mensonge à elle sur son amour. Maintenant il était temps de nettoyer le site et de construire quelque chose de nouveau. Quelque chose avec intégrité. Quelque chose qui durerait. La démolition serait bruyante, et elle serait salissante, mais elle était nécessaire. Et elle commencerait lundi matin à 9 h précises. La salle de conférence de Thorne Développement était exactement comme Liam l'avait imaginé. Une cathédrale stérile de pouvoir d'entreprise. Une seule dalle monolithique de granit poli servait de table, entourée de 20 chaises en cuir qui ressemblaient à des trônes minimalistes. Tout un mur était une feuille de verre, offrant une vue panoramique et divine de la ville en contrebas. C'était une pièce conçue pour intimider,
pour rappeler à tout visiteur la domination de Marcus Thorne sur la ligne d'horizon. Liam arriva à 8h55 précise. Il ne fut pas escorté en haut comme un visiteur. Il arriva avec Julian Sterling, dont la présence provoqua une vague de panique silencieuse parmi les adjointes de direction dans le hall. Ils furent passés par la sécurité sans un mot. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle de conférence, le contingent Thorne était déjà réuni. Marcus était assis en bout de table, flanqué de son avocat, un homme au visage sombre nommé Abernathy. Chloé était assise 2 chaises plus loin, son visage étant un masque de résolution pâle et nerveuse. Elle regarda Liam, son expression se durcissant de mépris. Elle voyait son costume gris foncé simple et son attitude calme comme une preuve supplémentaire de son manque pathétique de conscience. Elle pensait qu'il était venu mendier. Liam, commença Marcus, sa voix étant un grognement sourd. Il ne s'embarrassa pas de civilité. Je ne sais pas quel genre de coup vous pensez monter en mentionnant le projet du front de mer, mais vous avez 5 minutes pour vous expliquer avant que je ne demande à la sécurité de vous escorter vers la sortie. Puis ses yeux tombèrent sur l'homme debout à côté de Liam. Le visage de Marcus se relâcha. La certitude arrogante s'épuisant pour être remplacée par une incrédulité totale et déconcertée. M. Sterling, que faites-vous ici? Julian Sterling, le titan reclus de la finance, sourit d'un mince sourire hivernal. Je suis ici en tant que membre du conseil d'administration de Keystone Architectural, M. Thorne. À l'invitation de notre fondateur et PDG, il fit un geste d'une main élégante et tachetée par l'âge en direction de Liam. Abernathy, l'avocat, fouilla dans ses papiers, l'air confus. Keystone Architectural? Je ne connais pas cette entité. Chloé laissa échapper un petit rire incrédule. Keystone? Liam, est-ce une sorte de blague? De quoi parles-tu? Liam ne la regarda pas, son attention était entièrement sur Marcus. Il se dirigea vers le côté vide de la table et posa un unique portfolio épais relié en cuir sur la surface en granit. Le son fut doux, mais il atterrit avec le poids d'un marteau de juge. « Bonjour, Marcus, » dit Liam, sa voix remplissant la pièce caverneuse. Ce n'était pas la voix calme et déférente à laquelle ils étaient habitués. C'était la voix d'un homme aux commandes. « Merci d'avoir accepté cette réunion. Dispensons-nous de théâtralité. Il y a 2 jours, j'ai informé ma femme d'une obligation fiscale hypothétique de $200 000. Il s'arrêta, laissant le mot hypothétique s'imprégner. Il vit une lueur de confusion dans les yeux de Chloé. Sa réponse immédiate n'a pas été une préoccupation pour notre partenariat, mais une demande de divorce et un appel à son père pour obtenir une représentation juridique contre moi. Ce fut, pour moi, un moment de clarification. Cela a confirmé que ce mariage était, et a toujours été, un arrangement commercial. Donc aujourd'hui, je suis venu discuter d'affaires. Il ouvrit le portfolio. À l'intérieur ne se trouvaient pas des papiers de divorce, mais un ensemble de rendus architecturaux si beaux et complexes qu'ils ressemblaient à des œuvres d'art. Keystone Architectural, continua Liam, sa voix froide et précise. Et mon entreprise. Je l'ai fondée il y a 3 ans. Nous nous spécialisons dans le développement urbain à grande échelle avec un accent sur le design durable et intégré. Notre principal bailleur de fonds est M. Sterling et son consortium. Marcus dévisagea sans voix. Il regarda de Liam vers le légendaire investisseur vers les plans, son esprit luttant pour connecter les trois. Au cours des 18 derniers mois, poursuivit Liam, Keystone a systématiquement acquis les terres, les permis et le capital politique nécessaires au nouveau développement du front de mer de la ville. La couleur se vida du visage de Marcus. Le projet du front de mer était son grand œuvre. L'accomplissement définissant son héritage qu'il avait versé des millions pour poursuivre. Vos offres étaient agressives, Marcus, mais elles étaient prévisibles. Vous essayez d'acheter la terre. J'étais occupé à acheter les entreprises qui possédaient la terre. Vous faisiez pression sur les membres du conseil municipal. Je coécrivais la législation de zonage sur laquelle ils votaient. Vous jouiez aux dames. Je jouais aux échecs. Il fit glisser l'un des rendus sur la table polie. Il s'arrêta directement devant Marcus. C'était une vision à couper le souffle du front de mer, un mélange harmonieux de parcs publics, de tours résidentielles qui semblaient toucher les nuages, et d'espaces commerciaux innovants. C'était un chef-d'œuvre. Et dans le coin inférieur droit, en petite écriture élégante, se trouvait le cartouche. Le Sterling Waterfront, architecte principal, Liam Sterling, entreprise,
Keystone architectural. Chloé fit un petit bruit d'étouffement. Liam, qu'est-ce que c'est? Il se tourna pour la regarder alors pour la première fois. Son regard n'était pas en colère, pas triomphant. Il était froid. C'était le regard d'un étranger. Ceci, Chloé, est mon travail. C'est l'ambition dont tu prétendais que je manquais. C'est le succès que tu n'as pas pu voir parce que tu étais trop occupé à chercher l'étiquette de prix. Il s'adressa ensuite à Abernathy. Maintenant, concernant cette facture d'impôt, les 200 000 $ sont en fait réels. C'est l'impôt sur les gains en capital dû sur la vente d'une petite filiale de Keystone le mois dernier. Une vente qui a rapporté après impôt un peu plus de 2 millions de $. C'était une transaction mineure, mais j'ai pensé que le chiffre serait illustratif. Il laissa cela s'imprégner. La dette qui avait mis fin à son mariage n'était pas du tout une dette. C'était la conséquence d'un profit si important, qu'il dépassait leur compréhension. Thorne Développement est maintenant dans une position précaire. Julian Sterling prit la parole. Sa voix sèche comme de la poussière. Vous êtes surendetté, et votre principal objectif stratégique, le front de mer, est maintenant la propriété exclusive de Keystone. Bref, M. Thorne, vous êtes au bord de la ruine. Marcus Thorne, le titan, le roi, avait l'air petit. Il ressemblait à un homme qui venait de voir tout son empire s'évaporer sous ses yeux. Cependant, dit Liam, attirant toute l'attention sur lui, je ne suis pas un homme déraisonnable. Keystone est prêt à offrir un partenariat à Thorne Développement. Vous avez l'infrastructure de construction dont nous avons besoin. Nous avons le projet, le capital, et la vision. Nous allons acquérir une participation majoritaire de 51% dans votre entreprise pour le prix symbolique de $1. Vous travaillerez pour moi. Vous construirez mes conceptions. Votre entreprise survivra. Vous pourrez même sauver la face publiquement. Ce sont mes conditions. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du système de ventilation. Marcus fixait Liam, son visage étant un maelstrom de fureur, d'humiliation et de respect naissant et horrifié. Chloé se leva, sa chaise raclant contre le sol. Liam, murmura-t-elle, le visage pâle. Elle fit un pas vers lui, la main tendue. Je ne comprenais pas. Liam regarda sa main tendue, puis à nouveau son visage. Il vit le calcul dans ses yeux, le recalibrage frénétique. L'homme qu'elle avait jeté comme sans valeur était maintenant l'homme le plus puissant qu'elle ait jamais rencontré. Son esprit s'emballait, essayant de trouver un moyen de revenir, un moyen de réclamer le prix qu'elle avait si négligemment jeté. Non, dit Liam, sa voix douce mais totalement définitive. Tu as parfaitement compris. Tu as fait un choix basé sur les informations que tu valorisais, et c'était le mauvais. Il se retourna vers Marcus. Vous avez jusqu'à midi pour accepter l'offre, Marcus. Après cela, nous procéderons à une prise de contrôle hostile. Et je vous assure, les conditions seront beaucoup moins généreuses. Il ferma son portfolio, la couverture en cuir faisant un autre bruit doux et final. Il fit un léger signe de tête à Julian Sterling, et ensemble ils se retournèrent et sortirent de la salle de conférence, laissant les ruines de l'Empire Thorne éparpillées sur la table en granit poli derrière eux. Les conséquences immédiates furent une étude du désespoir. La première tentative de Chloé pour inverser son erreur catastrophique se présenta sous la forme d'un message texte, envoyé quelques minutes seulement après que Liam eut quitté la salle de conseil. C'était une supplication frénétique, truffée de fautes de frappe. Liam, s'il te plaît, nous devons parler. J'ai fait une erreur. J'avais peur. Je t'aime. Liam lut le message alors que lui et Julian Sterling descendaient dans l'ascenseur express silencieux jusqu'au hall. Il ressentit une lueur de l'ancienne tristesse, un fantôme de l'amour qu'il avait autrefois ressenti. Mais il fut rapidement remplacé par une clarté froide. Elle ne l'aimait pas, elle aimait ce qu'il représentait maintenant, le pouvoir, la richesse et un statut si loin au-delà de celui de ses pairs que c'était enivrant. Il supprima le message sans répondre. Son téléphone commença à sonner. Le nom de Chloé clignota sur l'écran. Il le laissa aller sur la messagerie vocale. Il sonna de nouveau. Et de nouveau. Il mit la sonnerie en sourdine, le bourdonnement persistant étant l'écho frénétique et désespéré du choix qu'elle avait fait. Lorsqu'il revint à la maison de location plus tard cet après-midi-là pour emballer ses effets personnels, il la trouva à l'attendre. La résolution arrogante de la matinée avait disparu, remplacée par un masque de contrition soigneusement construit. Elle avait pleuré.
Ses yeux étaient rouges et gonflés, mais son maquillage était impeccablement refait. C'était une performance. Liam, commença-t-elle. Sa voix un murmure doux et tremblant. Pouvons-nous s'il te plaît juste parler? Il n'y a rien à dire Chloé, dit-il en passant devant elle pour entrer dans le bureau. Il commença à envelopper soigneusement ses livres et ses outils de dessin. Elle le suivit, planant dans l'embrasure de la porte. Si, j'avais tort. J'étais une idiote. J'avais peur et j'ai paniqué. L'argent, ça m'a effrayé, mais ça n'a pas d'importance. Rien de tout ça n'a d'importance. Je t'aime, Liam, le vrai toi. Liam arrêta ce qu'il faisait et se tourna pour lui faire face. Il décida de lui accorder cette toute dernière conversation. Il le devait à l'homme qu'il était, celui qu'il avait aimé. Le vrai moi, demanda-t-il, sa voix dénuée d'accusation. C'était une question simple et honnête. Quelle version est-ce Chloé? Est-ce le dessinateur silencieux dont tu avais honte? Celui dont tu ne voulais pas tenir la main quand ton père l'a insulté? Ou est-ce le PDG qui peut acheter et vendre l'entreprise de ton père? Quel vrai moi aimes-tu? Elle tressaillit comme si elle avait été frappée. Le miroir moral qu'il tenait était sans faille. Et le reflet était laid. Ce n'est pas juste, balbutia-t-elle. Je t'ai toujours aimé. Je voulais juste que tu sois à la hauteur de ton potentiel. Non, Liam la corrigea doucement. Tu voulais que je sois à la hauteur de ton potentiel de statut, pour une vie qui avait l'air bien de l'extérieur. Tu te fichais de savoir si j'étais heureux, tant que j'avais du succès d'une manière dont tu pouvais te vanter. Le problème c'est que j'ai eu du succès. Immensément. Tu n'avais juste pas les yeux pour le voir, parce que ce n'était pas assez bruyant pour toi. Il prit le stylo, l'a mis 2000 sur son bureau et le tint en l'air. Tu pensais que c'était une affection bon marché. Ce stylo a signé des contrats valant plus que toute la valeur nette de ton père. Il était juste ici, dans ta maison, sur le bureau de ton mari. La vérité était devant toi tout le temps, mais tu cherchais des logos et des noms de marque, alors tu l'as manqué. Des larmes commencèrent à nouveau à couler sur son visage. Celles-ci semblant plus authentiques. C'étaient des larmes de perte, d'une compréhension naissante de l'ampleur même de ce qu'elle avait jeté. S'il te plaît, Liam, supplia-t-elle, sa voix se brisant. Ne fais pas ça. Ne jette pas 5 ans. Nous pouvons réparer ça. Je peux changer. Je serai meilleur. Je te soutiendrai. Nous pouvons avoir cette vie, celle que tu as construite. Ce n'est plus nous, Chloé, dit-il, les mots atterrissant avec une finalité dévastatrice. Tu as dissous le partenariat. Tu te souviens? Tu voulais un divorce. L'avocat de ton père attend probablement encore mon appel. Je m'assurerai que mon avocat le contacte pour accepter les conditions. La cruauté de la chose était poétique. Il acceptait son offre de divorce, celle qu'elle était maintenant désespérée d'annuler. Tu voulais un homme qui pourrait te fournir un certain style de vie, continua-t-il, sa voix s'adoucissant légèrement, une touche de l'ancienne tristesse revenant. Je comprends cela. Mais un partenariat se construit sur quelque chose de plus. Il est construit sur la foi, sur la loyauté, sur la croyance en la personne, pas en son bilan. Quand tu as pensé que nous avions 200 000 $ de dette, tu n'as pas demandé si j'allais bien. Tu n'as pas demandé comment tu pouvais aider. Tu as fui. Tu t'es choisi. Et maintenant je me choisis. Il emballa la dernière de ses affaires dans une boîte, une collection de ses livres d'architecture les plus précieux. Il se dirigea vers la porte, s'arrêtant à côté d'elle. Pour ce que ça vaut, dit-il, la regardant une dernière fois, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Vraiment. Mais ce n'est pas moi. Il la laissa debout dans le couloir de la maison qu'ils avaient partagée, entourée de la vie qu'elle avait jugée inadéquate. La porte se ferma derrière lui, et cette fois le clic n'était pas le son de sa colère, mais de sa liberté. Pendant ce temps, dans les bureaux de Thorne Développement, un autre type de drame se déroulait. Marcus Thorne, après une heure frénétique d'appels à ses banquiers et avocats, avait été contraint d'affronter la terrifiante vérité. L'évaluation de Liam n'était pas une exagération. C'était un euphémisme. Il était ruiné. L'acquisition de Thorne Développement par Keystone Architectural n'était pas une offre. C'était une bouée de sauvetage humiliante et exaspérante, mais la seule qu'il avait. À 11h47,
13 minutes avant la date limite, son acceptation signée des conditions fut envoyée par coursier au bureau temporaire que Keystone avait établi en centre-ville. Marcus Thorne, le roi autoproclamé, avait maintenant un patron, et son patron était l'homme à qui il avait autrefois offert un emploi de charité en tant que chef de chantier. L'ironie était si profonde qu'elle était presque biblique. Sa femme Eleanor, qui avait construit toute son identité sociale sur le fait d'être Madame Marcus Thorne, était inconsolable. Son monde, un écosystème délicat de conseils de charité, de comités de déjeuner et de surenchères sociales, avait été brisé. Elle n'était plus seulement la femme d'un titan, elle était la femme d'un subordonné. Ses regards discrets et apitoyés envers Liam avaient été remplacés par une haine venimeuse, qui était, à sa manière, une forme de respect. Elle le détestait parce qu'il avait du pouvoir sur eux. Les conséquences continuèrent de se propager vers l'extérieur, réorganisant leur monde avec la force méthodique d'une marée montante. La première victime fut le style de vie de Chloé. La carte de crédit illimitée de son père fut brusquement annulée. Son allocation, qu'elle n'avait jamais considérée comme une allocation, disparut. Marcus, sous le contrôle budgétaire serré de son nouveau PDG, fut contraint de mettre en œuvre des mesures d'austérité draconiennes. Le manoir opulent fut mis sur le marché, remplacé par une maison de ville beaucoup plus modeste dans un quartier moins à la mode de la ville. La flotte de voitures de luxe fut vendue. Chloé se retrouva à la dérive. Son identité avait été inextricablement liée à la richesse de son père et au succès anticipé de son mari. Maintenant son père était humilié, et le mari dont le succès avait dépassé ses rêves les plus fous était parti. Ses amis, les Tiffany du monde, commencèrent à prendre leur distance. Sa monnaie dans leur économie sociale, la proximité avec le pouvoir et l'argent, avait disparu. Elle n'était plus un atout. Elle était une mise en garde. Elle fut obligée de trouver un vrai travail. Son poste de consultante à la galerie, qui avait été plus un passe-temps, ne pouvait pas la soutenir. Elle a fini dans un poste de vente au détail haut de gamme dans une boutique de luxe, le genre même de magasin dans lequel elle avait l'habitude de faire du shopping. Il y avait une humiliation particulièrement cuisante à devoir aller chercher différentes pointures de chaussures pour des femmes qui vivaient maintenant la vie qu'elle avait jetée. Elle était obligée d'être polie, d'être serviable, de servir. Elle a appris l'humilité qu'elle n'avait jamais connue, née non pas du caractère, mais de la nécessité. Marcus, pour sa part, était contraint à un bilan quotidien. Il rendait des comptes à une vice-présidente exécutive chez Keystone, une femme vive et efficace, de 20 ans sa cadette, qui répondait directement à Liam. Il devait assister à des réunions stratégiques où ses idées étaient poliment disséquées et souvent écartées au profit des modèles plus innovants et durables de Keystone. Il était obligé d'exécuter la vision de Liam, de construire les magnifiques structures que son ancien gendre avait conçues. Chaque jour était un rappel de son erreur de jugement. Il avait regardé Liam et vu un dessinateur. Il n'avait pas réussi à voir l'architecte. Il avait valorisé la fin plutôt que l'intégrité, et son appétit lui avait coûté son royaume. Un jour, environ 6 mois après la prise de contrôle, Marcus fut convoqué à une réunion de chantier pour le projet du front de mer. Les fondations étaient en train d'être posées, une entreprise massive et complexe. L'architecte principal était sur place pour superviser une phase critique. Alors que Marcus arrivait, casque sur la tête, il vit un petit groupe de personnes rassemblées autour d'un ensemble de plans étalés sur une table temporaire. Au centre du groupe, pointant un détail sur les plans, se trouvait Liam. Il avait l'air différent. Le masque calme et placide avait disparu. Il était animé, faisant autorité, sa passion pour le travail rayonnant de lui. Il était dans son élément, entouré de personnes qui respectaient sa vision et son talent. Il était le roi qu'il avait toujours été, mais son royaume était fait de créativité et de construction, pas de fanfaronnade et d'acquisition. Liam vit Marcus s'approcher et lui fit un bref signe de tête professionnel. « Marcus, content que tu aies pu venir. Nous avons un problème avec le placement du caisson sur la grille et j'ai besoin que ton équipe réévalue la capacité portante en fonction de l'étude géologique révisée. » Il n'y avait aucune méchanceté dans son ton, aucune jubilation. C'était simplement une directive d'un patron à un subordonné. Et dans ce simple échange professionnel, Marcus sentit tout le poids écrasant de la nouvelle réalité. Il devait prendre l'ordre. Il devait retourner vers son équipe et exécuter l'ordre de l'homme qu'il avait autrefois ouvertement ridiculisé. Il devait aider à construire l'héritage de Liam sur les cendres du sien. Le choix de Chloé ne lui avait pas seulement coûté un mari, il avait coûté à sa famille sa dynastie. Le nom Thorne,
autrefois un symbole de pouvoir dans la ville, n'était plus qu'une filiale, une note de bas de page dans l'histoire de Keystone Architectural. Le choix auquel elle était confrontée maintenant n'était plus entre la loyauté et l'ambition, mais entre le ressentiment amer et le lent et ardu chemin vers un véritable respect de soi. Elle devait apprendre à vivre non pas comme une Thorne, mais simplement comme Chloé, une femme payant son propre loyer, gagnant sa propre vie, et hantée par le fantôme d'un collier de saphir qu'elle n'avait pas été capable de valoriser avant qu'il ne soit parti pour toujours. Un an a passé, l'horizon de la ville a commencé à changer, façonné par les lignes élégantes et élancées des créations de Liam. Le front de mer Sterling s'élevait, témoignage de vision et d'intégrité, une ville dans la ville qui promettait une nouvelle façon de vivre. Liam n'était plus un secret, il était célébré, une figure d'admiration publique, non seulement pour son génie architectural, mais pour la manière discrète et fondée sur des principes dont il menait ses affaires. Il avait absorbé Thorne Développement, non pas pour l'écraser, mais pour le réformer, insufflant une nouvelle culture de qualité et de durabilité. Il avait sauvé des centaines d'emplois, y compris celui de Marcus Thorne. On lui avait donné le pouvoir absolu et il l'avait manié avec grâce, pas avec vengeance. Liam lui-même avait changé, la tristesse s'était estompée, remplacée par un contentement calme et profond. Il avait trouvé une nouvelle maison, un appartement terrasse surplombant le projet de front de mer. C'était un espace qu'il avait conçu pour lui-même, rempli de lumière, de lignes épurées et des choses qu'il aimait vraiment, des livres, de l'art et de la musique. Le stylo Lamy 2000 trônait toujours sur son bureau, mais ce n'était plus un totem secret. C'était juste un stylo, un bel outil fonctionnel qu'il utilisait pour créer. Il n'avait plus besoin de symbole de sa force cachée parce qu'il ne se cachait plus. Un après-midi d'automne vif, il se promenait dans un parc nouvellement achevé, le premier espace public à ouvrir dans le cadre du développement du front de mer. Il a vu une femme assise sur un banc, en train de dessiner dans un carnet. Elle lui tournait le dos, mais il y avait quelque chose de familier dans sa posture. Alors qu'il se rapprochait, il a réalisé que c'était Chloé. Elle avait l'air différente. Ses vêtements étaient simples, mais élégants. Ses cheveux étaient tirés en arrière, non coiffés. La montre tape à accent grave l'œil incrusté de diamants avait disparu. Elle était concentrée sur son dessin, une expression de concentration intense sur son visage qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il était sur le point de se retourner et de s'éloigner pour la laisser en paix lorsqu'elle a levé les yeux comme si elle ressentait sa présence. Ses yeux se sont écarquillés de surprise, une rougeur est montée sur ses joues. Elle a rapidement fermé son carnet. « Liam » a-t-elle dit, sa voix calme. « Chloé » a-il répondu, en lui adressant un petit sourire poli. « Je ne voulais pas te déranger. »« Tu ne le fais pas » a-t-elle dit rapidement. « J'étais juste en train de dessiner. » Un silence gêné s'installa entre eux. Les fantômes de leur mariage de 5 ans se tenaient dans l'espace. « J'ai entendu ce que tu as fait » a-t-elle finalement dit, en baissant les yeux sur ses mains. « Pour mon père, tu aurais pu le détruire. Tu ne l'as pas fait. » Le détruire n'aurait servi à rien, a dit Liam simplement. C'est un bon constructeur quand il est concentré sur les bonnes choses. Ta mère, est-ce qu'elle va bien? Un triste sourire effleura les lèvres de Chloé. Elle s'adapte. Ça a été dur pour elle, pour nous tous. Mais peut-être que c'était nécessaire. Elle leva les yeux vers lui, les yeux clairs et libres du calcul désespéré qu'il avait vu un an plus tôt. J'ai eu une promotion au travail. Je suis maintenant directrice adjointe. Ce n'est pas le poste de PDG de Keystone, mais elle a laissé sa phrase en suspens, en haussant les épaules. C'est à moi. Je l'ai mérité. Félicitations Chloé. Je suis sincèrement heureux d'entendre cela. Et il l'était. Il ne ressentait aucun triomphe dans sa lutte, seulement un lointain et doux espoir pour sa rédemption. Le collier, a-t-elle dit soudainement, les mots se bousculant. Celui en saphir. J'y pense parfois. C'était la plus belle chose que tu ne m'aies jamais donnée, et je l'ai rendue. C'est du passé, a dit Liam doucement. Je sais, a-t-elle dit, et pour la première fois il a entendu de vrais remords dans sa voix. Pas des regrets pour ce qu'elle avait perdu, mais des remords pour ce qu'elle avait fait. Je voulais que tu saches. Je le vois maintenant. Ce qu'il signifiait. J'étais tellement aveugle, Liam. Je regardais le prix de tout, et je ne comprenais la valeur de rien. C'était la chose la plus honnête qu'elle lui ait jamais dite. C'étaient les excuses qu'il n'avait jamais demandées,
mais celle qu'elle avait besoin de faire. C'était un petit pas crucial sur son propre chemin pour construire quelque chose avec intégrité. Nous avons tous des choses à apprendre, a-t-il dit. Il regarda sa montre. Je dois aller à une réunion. C'était bien de te voir, Chloé. Toi aussi, Liam. Il s'est retourné et s'est éloigné, la laissant sur le banc dans le parc qu'il avait conçu. Il n'a pas regardé en arrière. Il n'y a pas eu de réconciliation dramatique. Il n'y a pas eu de ravivement d'un amour perdu. Leur histoire était terminée. Mais dans cette brève et calme rencontre, un nouveau chapitre avait commencé pour tous les deux. Un chapitre de croissance silencieuse, de sagesse méritée, et de vie reconstruite sur des fondations plus solides et plus honnêtes. Liam avait appris qu'un véritable partenariat nécessite une foi capable de résister à l'épreuve de l'échec perçu. Et Chloé, en perdant tout ce qu'elle pensait vouloir, commençait enfin à découvrir qui elle était et ce qui valait vraiment la peine d'être eu. Le renversement de fortune avait été dramatique et rapide, mais la véritable résolution était celle-ci. Un voyage silencieux, lent et profondément personnel vers la rédemption. Non pas pour son approbation à lui, mais pour la sienne. Et en cela, il y avait une sorte de justice poétique bien plus satisfaisante qu'aucune ruine financière ne pourrait jamais l'être. Alors que le soleil commençait à se coucher, jetant de longues ombres sur le parc, Liam se tenait dans son appartement, regardant la ville qu'il aidait à façonner. Il a pensé au thème central de la conception de sa propre vie, à savoir que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle montre au monde, mais dans la force et l'intégrité des structures qu'elle construit en elle-même. Il avait été testé, et sa fondation avait tenu. Chloé avait été testée, et la sienne s'était effondrée, la forçant à déblayer les décombres et à recommencer, brique douloureuse après brique douloureuse. La morale de cette histoire ne concerne pas la satisfaction de la vengeance. Elle concerne la puissance silencieuse et inébranlable de l'intégrité. C'est un rappel que les personnes qui vous jugent sur la base de mesures superficielles sont souvent aveugles à la véritable nature de votre force. La patience, la stratégie et une ferme croyance en votre propre valeur sont plus puissantes que n'importe quelle démonstration de domination. À la fin, l'arrogance construit sa maison sur le sable, tandis que l'intégrité construit la sienne sur la roche solide. Et quand les tempêtes viennent, et elles viennent toujours, une seule restera debout. Alors, laissez-moi vous demander à tous, avez-vous déjà été sous-estimés, seulement pour prouver à tout le monde qu'ils avaient tort? Quelle est, selon vous, la véritable mesure de la valeur d'une personne? J'adorerais lire vos réflexions et vos propres histoires dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours incroyable de voir la sagesse et l'expérience que cette communauté partage. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de lever le pouce et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Chaque clic nous aide à apporter ces récits à plus de personnes. Jusqu'à la prochaine fois, soyez fidèles à votre propre conception et construisez quelque chose qui dure.